Je vais te poser quelques questions. Oui, Donc, je vais parler de présentation, etc. Toi, tu transmutes par rapport à ton contexte, hein, oui. si c'est OK. Je serai le plus honnête possible par rapport à ma petite Exact. expérience. Bah, par rapport à ton expérience réelle, en fait, qui est déjà énorme, puisque tu as travaillé avec si tu travailles avec des classes compliquées, Oui, ouais, c'est pas rien comme public, hein. tout à fait. Oui, j'ai cette chance-là parce que pour le coup, c'est un terrain d'expérimentation pour moi. Ça, c'est sûr. Alors justement, dans ton terrain de travail, ton terrain de jeu habituel, Oui. comment est-ce que tu décrirais l'importance du langage corporel? Ben, ton langage corporel, c'est comme une communication invisible. Et tu sais, il y a ce qu'on appelle la contagion motivationnelle. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. La contagion motivationnelle, en gros, elle est basée sur le langage du corps. Hein. Elle est basée sur mais c'est très détaillé dans la littérature scientifique. C'est ça qui est étonnant parce qu'on le ressent tous. Hein. On ressent tous que quand quelqu'un est face à nous, en fonction de l'énergie qu'il distribue, en fonction de ce qu'il donne dans la voix, dans les temps de pause, dans les regards, on ressent tous qu'il nous communique plus ou moins de l'énergie. Mais là où c'est très détaillé, c'est qu'en fait, c'est prouvé, c'est-à-dire sur différentes études, que en fonction de ta gestuelle, l'idée ou le message que tu portes en même temps a plus ou moins d'impact pour la personne en face. Mm. Donc en gros, ce sont des gestes d'ouverture, des gestes de amples, larges, qui sont répertoriés. Enfin bon, il y en a plusieurs, c'est catégorisé. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est que voilà, ce langage du corps, il communique la motivation. On appelle ça dans l'enseignement, ça c'est un terme plutôt pédagogique, hein, on appelle ça le style motivationnel. Ouais, voilà. Et justement, est-ce que toi, tu as des techniques déjà corporelles ou des habitudes que tu as prises ou des choses auxquelles tu fais attention et que tu utilises pour capter l'attention de tes élèves, en l'occurrence? Oui, 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 bien sûr. La première étape, c'est de capter l'attention. Donc quand tu es enseignant, je vais parler plutôt de l'enseignement, où là pour le coup, plus que de mes séminaires, parce que les séminaires, on a des personnes qui sont à l'écoute. Eh oui, elles sont venues pour écouter. Elles ont Elles sont même venues pour payé. écouter. Donc on n'a pas cette problématique de départ. C'est clair. Dans l'enseignement, on peut avoir cette problématique de départ, et quelquefois, on se rend compte que déjà, un enseignant qui essaye de surmonter au niveau de la voix par-dessus le brouhaha, finalement, ça ne fonctionne pas. Il peut monter la voix, et puis y avoir encore quelques élèves qui discutent, et puis il va augmenter la voix progressivement, mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Ce qui peut être efficace, ça va être dans le rythme de ce qui est dit. Mais là, ça t'intéresse peut-être moins. On est moins dans le langage du corps, mais en tout cas dans le rythme, c'est-à-dire les temps de pause. Ben, si, parce qu'en fait, le corps, dans mon travail, moi, je parle beaucoup de sa musicalité. Et pour moi, Ouais, très tout bien. ce qui relève du rythme et de la musicalité, ben, ne passe que si c'est incarné. Donc, je dis souvent aux conférenciers que j'accompagne ou que je coach que la première chose qui va Oui, diriger le travail, c'est le rythme de la conférence. S'il n'y a tout pas à de fait. rythme dans la conférence, on perd l'attention du public et on ne touche pas comme on souhaiterait toucher. Et en Oui, effet, ce rythme, il va être fait de moments d'accélération, de pause, de silence, de contraste, etc. exactement. Et, c'est tout à fait ça. Dans l'enseignement, tu le ressens parfaitement. Il y a une question de rythme sur tes prises de parole. Et cette question de rythme, tu sais, en fait, on parle je vais peut-être me disperser un peu, tu prendras ce qu'il y a de bon à prendre dans ce que je te dis, mais on parle d'entrée, tu sais, dans une discipline. L'entrée, c'est, je te donne en EPS, dans la pratique physique, on a différentes entrées. Alors on pourrait dire on fait une entrée par le jeu, tu vois, et puis en fait en expliquant les règles du jeu, quelque chose de très ludique, les enfants vont rentrer dans le jeu et puis progressivement on va apporter des contraintes, des règles pour évoluer sur le sport entre guillemets, sur la partie culturelle de l'activité. Ouais. Et donc ça s'appelle des entrées. Tu peux rentrer comme ça, comme tu peux rentrer par la technique d'un geste moteur, et tu peux rentrer par exemple par l'histoire. Rentrer par l'histoire, tu vois, tout à l'heure on parlait d'incarnation du rôle. En fait, c'est capter l'attention
des façons de capter l'attention, ça serait de rentrer par l'histoire, mais avec une dimension passionnante, c'est-à-dire leur expliquer. Je te prends un exemple, si on est dans une activité comme le rugby, en fait, on peut les lancer sur quelque chose de très libre, en envoyant le ballon, en leur disant voilà, il faut chacun pour soi, faut ramener le ballon à tel endroit. Tous les gamins vont se jeter sur les ballons, donc le prof doit courir avec les élèves, tu vois. Et puis hop, le premier élève qui tombe par terre, stop, coup de sifflet, tout le monde doit être autour de moi au coup de sifflet. Hop, tous les gamins se positionnent autour de soi et on leur explique. Voilà, avant, dans les villages en France, il y avait un sport qui s'appelait la soule. La soule, c'était un ballon de foin qu'on remplissait un estomac de biche qu'on remplissait de paille. Donc tous les élèves sont là, dégoûtant quoi. Et puis c'était le premier village qui le ramenait chez lui, dans son village, le village gagnait. C'était des compétitions inter-villages. Oui, donc quand tu racontes ça, en fait, tu touches à l'imaginaire, tu touches à plein de choses, tu touches à l'émotion. Tu touches à l'émotion, à l'imaginaire, et puis il faut l'incarner, parce qu'il faut soi-même trouver ça passionnant pour essayer de transmettre l'intérêt. Et là, on tombe dans ce que nous, on appelle côté conférence, hein, si on fait le parallèle avec le métier de conférencier, le fameux storytelling. Un storytelling qui n'est valable et qui ne touche que s'il est pleinement incarné et vécu, pour le coup. Tout à fait. Et il faut avoir les yeux qui pétillent un peu. Ah, clairement. Voilà, donc il faut avoir les yeux qui pétillent un peu, expliquer tout ça, et puis en fait on va faire émerger les règles, et là les règles vont prendre tout leur sens, parce que en fait on est effectivement dans l'imaginaire, les élèves comprennent que à l'époque ça pouvait être très violent, et que finalement pourquoi on a imposé les règles, et donc là les règles font faire sens dans leur esprit. Ouais, c'est ça. Donc en fait ton entrée, on peut dire que ta technique c'est d'incarner des récits aussi, hein. Incarner des récits, incarner des histoires, ouvrir vers une sorte d'imaginaire ou d'autres espaces complètement inattendus pour eux, mais en lien avec ce qu'ils vivent, en lien avec leur contexte. Et là, évidemment, tu les embarques dans quelque chose qui, en même temps, est une forme de pédagogie, mais une pédagogie qui est vraiment détournée de ce dont ils ont l'habitude. Et du coup, forcément, dans la surprise et dans la curiosité, ça les pique, quoi. Et ce que tu viens de dire, c'est une des clés aussi de l'enseignement face à ce genre de public, c'est la surprise. La surprise, c'est-à-dire qu'il faut forcément qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Et c'est exactement pareil en conférence. Une D'accord. conférence valable est une conférence où tu vas surprendre ton public. Il ne va pas s'attendre à ce que tu fais. Tu vois, moi, je commence mes conférences par une danse, une chorégraphie, avec une voix off. Personne ne s'attend à ça. Parce qu'il me voit arriver et il pense que je vais parler. Et puis j'enlève ma veste, la musique commence et je bouge. Ah, génial. 2 minutes. Et je dis rien. Et après, il y a une voix qui explique des choses, tu vois, sur la danse. Enfin, qui commence un poème, une sorte de poème. Et ça les saisit complètement. Parce qu'ils s'attendent. Je suis là avec mon micro, ils s'attendent complètement à ce que j'ouvre la bouche. Ouais. Et j'enlève la veste et je bouge. Génial. Tu vois, c'est ça. Et donc, ce que tu dis, c'est pareil. C'est la surprise. Donc, en effet, je vois que tu as, finalement, tu vois, hein, on parle d'enseigner devant des classes difficiles ou on parle de monter sur scène devant un public de conférence et on voit qu'il y a des principes qui reviennent. Oui, j'en suis persuadé, oui. Est-ce que Oui. Oui. Et puis j'allais dire, je pense aussi que l'entrée, justement, conditionne la suite. Complètement. Quand l'entrée est réussie, en général, sur les temps d'écoute sont bons sur la suite. Quand l'entrée est un peu ratée, on le ressent et on peine un peu plus. On rame pour rattraper une entrée ratée, hein. Clairement. Moi, c'est une des choses que je travaille le plus avec mes conférenciers que j'accompagne, c'est comment tu rentres, comment tu commences. Il faut que ce soit ça, il faut que ce soit 100% réussi, quoi, à un haut niveau d'énergie. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi un état d'esprit, je pense, avant de monter sur scène, j'imagine qu'il faut que émotionnellement on se mette dans les bonnes conditions pour se transmettre les bonnes émotions aussi. Ben, c'est exactement ça, et c'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu as des rituels, des échauffements, des choses que tu fais pour te préparer avant d'entrer dans ta classe ou avant ta journée? Oui. Alors, ça, c'est plus dans le développement personnel, on va dire, pas forcément dans la classe, mais en tout cas, je ritualise beaucoup. Et j'ai bien compris que les gymnastiques intellectuelles participaient à la bonne programmation du cerveau, à la bonne programmation des pensées.
Et ça, j'essaie de le transmettre aussi, tu vois, à mes élèves, qu'en fait, les pensées positives impactent. Et tu vois, par exemple, quand tu es en natation avec un élève, donc il va se retrouver à un moment donné la tête sous l'eau, pour certains, ça peut être difficile. Et le meilleur conseil que tu peux leur donner tous les conseils techniques que tu veux, la main, comment il faut la mettre, l'angle, la pousser, etc. Toute la technicité, elle ne vaudra pas les conseils de pense à quelque chose de positif quand tu es sous l'eau. Et ça, le fait de se libérer sous l'eau, de penser à quelque chose de positif, voilà, c'est des. Donc tu te prépares mentalement finalement par des visualisations positives, des pensées positives, pour rentrer dans ta classe avec une bonne posture interne en fait, une posture mentale interne qui est elle favorable au fait que tu te sentes bien et qu'il y ait une bonne énergie dans ta classe, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, admettons, un professeur un peu débutant qui vient de passer son diplôme il n'y a pas très longtemps et qui se retrouve dans cette situation devant une classe d'élèves difficiles et qui appréhende un petit peu? J'ai des exemples qui me viennent en tête, mais qui vont pas forcément dans ce sens-là, parce que toi, tu parles sur le côté émotionnel, c'est ça? Sur tous les plans. Est-ce que tu lui dirais, si tu avais 3 choses, tu as peu de temps, imagine la scène, on est dans le collège, il va bientôt commencer son cours et il a une boule au ventre, il se sent pas bien, c'est le premier jour. Ça, c'est un conseil purement technique. C'est-à-dire, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est de l'expérience empirique, on va dire. Je l'appuie sur aucun type de raisonnement, mais le premier conseil que je donnerais, c'est de ne jamais engueuler la classe. Alors pourquoi? Parce que en fait, par expérience, le sentiment que j'ai, c'est que s'en prendre à toute la classe, au groupe classe, finalement, le message ne passe pour personne, parce que ceux qui s'en foutent, ceux qui ne s'en foutent pas se sentent concernés, alors que c'est pas eux les responsables en général, et donc du coup, finalement, le message ne passe pas, et je crois qu'on perd moins de temps à faire du one-one. De temps en temps, il faut se connecter avec un élève. Et donc, quitte à être un peu injuste, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui mériteraient qu'on se connecte avec eux, il faut à un moment donné se connecter avec un, de façon à installer l'autorité, au moins pour que les autres se disent j'aurais pas aimé que ça m'arrive à moi. Voilà. Ouais, donc une relation qu'on crée à un moment donné claire d'autorité avec une personne, mais qui est une vraie relation et pas une espèce de rapport généraliste en fait. Hein. Et, oui, tout à fait. Ensuite, tu vois, justement, dans l'attitude corporelle, un élève, c'est un être humain en construction. Il n'a pas toutes les dimensions psychologiques qui sont bien établies, il n'a pas tous les enjeux, il ne peut pas cerner tous les enjeux, bien sûr, autour de tout ça. Et donc lui, son monde est restreint, entre guillemets, c'est-à-dire que un élève qui se sent au pied du mur peut avoir le sentiment qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, dans la posture, quand on ne coince pas un élève. Oui. On ne le coince pas contre un mur, on ne se met pas face à lui. Ce sont toujours des postures ouvertes, même si le ton est ferme. La posture reste. Fermer l'espace sur lui. Ouais, il faut qu'il ait son espace de liberté et que, en fait, ce ne soit jamais une menace physique ou un ressenti physique. On ne rentre pas dans la dimension physique, on est dans de l'autorité et dans du bon sens. Et l'élève l'acceptera d'autant plus. Voilà, donc ça c'est un conseil que je donnerais. Une question que je voulais te poser, qui était les gestes spécifiques à éviter et pourquoi. Donc là, tu viens de le dire, quoi, se rapprocher trop, fermer l'espace, faire qu'ils se sentent acculés ou coincés. Ouais, tout à fait. J'avais fait un mémoire sur, tu sais, je commençais déjà à m'y intéresser dans ma jeunesse, un petit mémoire sur le langage du corps, et j'avais pris par exemple l'exemple des professeurs de PS. Et donc il y avait tout un secteur de recherche catégorisé sur les espaces. Quelle est la bonne distance en fait quand tu parles à quelqu'un? Ouais. Tu vois, et d'ailleurs on le ressent tous dans notre quotidien. Quelquefois il y a des personnes qui n'ont pas les bons codes. Oui. Pourtant, ce ne sont pas des codes qu'on s'est expliqués. Nos parents ou la société nous a jamais dit, voilà, ne parle pas trop près ou ne parle pas trop loin. Certaines personnes ressentent très bien la bonne distance et d'autres la perçoivent moins bien. Donc des fois, ils se mettent trop loin ou des fois, ils se mettent trop proches et ça crée une gêne. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Il faut bien gérer l'espace aussi, tu vois, ça faisait aussi partie de mes questions et finalement, on aborde tout ça en même temps qu'on discute, c'est que
Le rapport à l'espace est super important. Moi, je sais que sur scène, le corps Ouais. n'est jamais travaillé pour lui-même. Parce que Oui. bouger pour bouger, ça n'a aucun sens. C'est Mhm. bouger en relation à un espace qui a du sens. Tout à fait. Si tu gesticules, c'est moi la différence que je fais, je dis bah, il y a une différence entre gesticuler et faire une action. Une action, elle a toujours une direction dans un espace. La notion d'ouverture, tu vois, on garde le corps en ouverture avec cette conscience corporelle Tout et à fait. spatiale. Parce que si tu fais que bouger, tu peux t'agiter dans ton bocal et si ton espace est fermé et le public le ressent. Et il te renvoie Oui, ta fermeture. tout à fait. Tu vois, donc il y a ce travail d'ouverture profonde et d'arriver à la garder. Et ça, c'est une question de placement, de conscience corporelle, de rapport à l'espace, etc. Et je vois que c'est super intéressant parce que tu fais exactement les parallèles avec ce qui peut se passer dans une classe. Hein. Oui, Super oui, et je intéressant. pense que j'imagine très bien, tu vois, j'ai pas ton expérience, mais j'imagine très bien l'importance que ça a sur une scène. Hum, hum, hum. Mais en Tout à fait, fait. c'est les mêmes critères, tu vois, pour les professeurs. C'est exactement les mêmes choses dont ils ont besoin, Oui, oui, et puis on doit occuper finalement. l'espace. Oui, Tu sais, vraiment, tout à l'heure je le disais, mais on est dans un jeu de rôle, justement pour transmettre transmettre la petite flamme, transmettre la motivation, l'intérêt à tous, parce que on a un public de, forcément, hein, dans le lot, il y en a qui sont très contents, et puis il y en a d'autres qui sont moins contents d'être là, et, c'est clair. et et puis on touche à beaucoup de choses, en vrai, hein, tu sais, l'éducation physique, c'est un peu, comment dire, un sous-côté d'un point de vue de la société, mais c'est tellement passionnant, en vrai. Et ça, c'est le Et grand drame, parce que moi, je pense que le fait qu'on oublie le corps dans l'éducation, c'est ce qui est à la source de nombre de problématiques pour les personnes après. Si ah ben, on avait obéi à Montaigne en travaillant autant le corps que l'esprit, tu vois, un ah esprit bien sain sûr. dans un corps sain, je pense qu'on n'en serait On, pas là socialement. Hein. on pourrait s'appuyer sur les trois disciplines secondaires qu'on appelle l'éducation musicale, les arts plastiques et l'éducation physique. On pourrait s'appuyer sur ces trois grands thèmes pour tout travailler à l'intérieur. Parce que Complètement. tout est possible de travailler à l'intérieur De de ces ces trois-là. disciplines artistiques, clairement. J'en Donc oui, suis. oui, non, mais je suis bien d'accord, c'est le grand oublié. Après, bon, bah toi tu l'as vécu aussi de par ton expérience sur sur la mise en scène ou sur le théâtre, tout ce que ça t'apprend intimement, se positionner, placer sa voix, être capable de regarder dans les yeux, tout ça, nous on le travaille aussi en EPS avec des élèves. Pour qui le regard de l'autre est des fois difficile à supporter, donc Sur leur c'est corps aussi, parce que quand tu as des ados et des jeunes en transformation, le rapport au corps, c'est pas rien non plus. Hein. bien sûr, C'est un c'est très moment de violent. questionnement. Ouais. Tu sais, là, on peut pas cacher l'échec hein, en EPS, Est-ce bien que sûr. tu peux partager une expérience où tu as vraiment ressenti que ton langage corporel, ta manière de te positionner physiquement dans l'espace, a eu un impact significatif sur la réception de ton message à ce moment-là? Alors, les premiers exemples qui me viennent en tête, ce seraient sur des jeux de regard, tu sais, Mhm. parce que en fait, il n'y a pas besoin de mots quelquefois. Hein, on peut s'arrêter de parler et simplement lancer des regards qui en disent long, alors soit Mm. positivement, soit négativement, hein, mais Mm. ils ont quelquefois beaucoup plus d'impact et de force que Donc une que les forme de mots, présence en fait, silencieuse, mais bien les temps de incarnée. silence, ouais, Ouais, tout voilà, à dans fait, le silence qui a eu un impact direct sur le comportement de l'élève ou sur sa posture. tout à fait. Super. Mais écoute, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Hein. Merci beaucoup, Xavier.